C'est donc toute une panoplie d'accords que le roi Mohamed VI a signé au Ghana avec le président Nana Akufo-Addo pour entamer cette nouvelle tournée royale en Afrique. Selon tel quel, c'est une importante délégation d'opérateurs économiques et de ministres qui a accompagné le roi Mohamed VI au Ghana au cours d'un forum d'affaires maroco-ghanéen qui s'est déroulé au palais présidentiel d'Accra. Les deux pays ont procédé à la signature d'un nombre important d'accords économiques. Plusieurs domaines sont concernés: l'agriculture, l'industrie, le secteur bancaire, la coopération dans le milieu des affaires, les énergies renouvelables notamment. Aziz Bousta, pour commencer, on s'intéresse au Ghana. Quel est son poids économique et politique dans la région? C'est une puissance émergente dans sa région, le Ghana. Le Ghana je ne peux pas vous dire exactement comment se passe l'économie du Ghana parce qu'il faut être spécialiste dedans, mais il a des avantages certains dans certains secteurs que sont l'agriculture, dont la présence de Aziz Akhandouche parmi la délégation royale, et un certain nombre d'accords dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du secteur primaire. Il n'y a pas encore, l'OCP du moins pas à ma connaissance, peut-être qu'il y a un accord qui est en train de se négocier, mais on peut dire que cette action royale, encore une fois, elle arrive donc, si je tiens bien le compte, ça doit être le 26e pays qui est visité par le roi, donc la 47e ou la 48e visite qui est faite par le roi en Afrique. Et là, on constate aussi qu'il y a une extension de la zone d'influence ou de la zone d'intervention et d'implication du royaume dans les précarés des adversaires du Maroc, que sont l'Algérie et l'Afrique du Sud, plus le Nigeria maintenant. Après le Sud-Soudan, ça a été le Ghana, puis bien entendu le Nigeria quand le roi avait été au Nigeria. Maintenant, ça va être la Zambie puisqu'il est déjà en Zambie. Et donc, c'est ce qu'on peut dire sur cette visite avec 25 accords qui ont été signés et une déclaration commune. Alors, je voudrais revenir sur cette question de déclaration commune. Depuis 5-6 ans, que le roi sillonne d'une manière soutenue le continent africain. Et là, maintenant, ça fait presque 3 semaines qu'il est en dehors du Maroc. Il est parti, je crois, le 28 ou le 27 pour le sommet d'Addis Abeba. Il y a eu des déclarations conjointes qui ont été à chaque fois signées par les deux chefs d'État, donc le roi Mohamed VI et le chef d'État du pays qu'il a visité. Et dans toutes ces déclarations qui sont toutes en une quinzaine de points, il y a toujours le partenariat politique, le partenariat économique, les félicitations mutuelles sur les partenariats et sur le sérieux que comptent mettre les deux chefs d'État pour améliorer, pour renforcer les relations qu'il y a entre. Alors donc ce retour du Maroc finalement à l'Union africaine ne se sera pas résumé à l'accord, enfin à l'adhésion du Maroc ce fameux 31 janvier, mais c'est l'aboutissement d'une politique qui dure depuis 4 ou 5 ans, une politique de petits pas, une politique qui a commencé par l'Afrique de l'Ouest avant de s'étendre vers l'Afrique de l'Est, puis l'Afrique centrale, et maintenant le roi est en train de partir vers le sud de l'Afrique, vers l'Afrique australe. Il y a eu aussi, bien entendu, l'implication au niveau de la COP22, du sommet africain de l'action. Et une fois que cette adhésion, et c'est ça qui est très important, c'est que, encore une fois, le 31 janvier n'était pas un aboutissement. Ce n'était finalement qu'une étape, on ne va pas dire un commencement quand même, mais une étape importante qui a consacré donc le Maroc dans sa famille. C'est bon d'être chez soi, comme disait le roi, et d'être avec les siens. Et ça continue, et ça va encore continuer, puisque après le Ghana, il y a la Zambie. Après la Zambie, il semblerait que le roi parte dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, peut-être la Côte d'Ivoire, peut-être la Guinée. Oui, Mortada Kalami. Oui, alors c'est comme disait Aziz. Alors le Ghana a une petite particularité, c'est qu'il a été parmi les premiers soutiens du retour de Maroc au sein de l'UA. Mm-hmm. Donc ils avaient signé, si mes souvenirs sont bons, la lettre demandant même que la suspension de la pseudo-race à l'UA. Donc c'est un allié précieux du Maroc, qui vient de connaître un changement tout à fait démocratique, donc qui est un des bons exemples de la région. Donc il y a un nouveau président qui a pris ses fonctions le 7 janvier,
Donc pour le Maroc, ça ne change pas grand-chose. Mais cela étant dit, il est effectivement assez logique d'aller voir de rendre visite à ce nouveau président pour confirmer et entretenir les bonnes résolutions. Alors c'est un personnage intéressant d'ailleurs, hein, que Monsieur Akufo-Addo. C'est quelqu'un qui vient d'une grande famille. Son père avait été déjà président d'ailleurs du Ghana à la fin des années 60. Donc c'est un peu un produit de l'aristocratie et de l'élite locale. Et il arrive avec une double casquette, donc ça va être intéressant de le situer politiquement, parce que le Ghana dans les années 70-80 a connu une période assez troublée avec différentes juntes militaires, etc. Donc il s'est fait remarquer en étant parmi les premiers opposants, hein. Ça lui a valu d'aller passer quelques années en France d'ailleurs et en Angleterre. Il avait fait ses études à Londres. Il a exercé le métier d'avocat à Paris 5 ans. À partir de là, il a été un des grands défenseurs des droits de l'homme. Et après son retour, quand la situation s'est un peu stabilisée au Ghana, il est rentré assez tôt. Il a eu assez vite des responsabilités politiques. Il a été ministre des Affaires étrangères. Il a eu différents ministères. Et on lui doit, le Ghana lui doit la réforme du code de la presse, qui fait que le Ghana est un des pays du continent qui a la presse la plus libre et la plus vivante. Donc ce qui le rend sympathique. Alors pendant les dictatures, il s'était d'ailleurs opposé à certaines tendances néolibéralistes. Il s'était aussi opposé, alors ça fait toujours rêver quand on a une culture politique française, à la création d'une TVA au Ghana. Il trouvait ça terriblement injuste. Et cela étant, il arrive au pouvoir avec un programme libéral et non pas néolibéral, à la différence de son prédécesseur qui était considéré comme un social-démocrate, mais dont la présidence a été émaillée de beaucoup de scandales, de supposée corruption. Mais il faut savoir tout de même que ce nouveau président a différents programmes. Il veut s'inspirer de l'Asie pour réformer notamment l'agriculture. Il estime, parce qu'il y a eu une chute, hein, la croissance du pays est passée de 14% à moins de 3%, hein, sous son prédécesseur. Bon, qui blâme d'ailleurs une conjoncture internationale défavorable, ce en quoi il n'a pas forcément tort, mais qui n'explique peut-être pas tout. Et donc le nouveau président tient à réformer, à moderniser et l'agriculture et l'industrie, et rationaliser le secteur financier. Ce sont les trois axes et ces trois grandes promesses électorales avec lesquelles il a été élu. Donc c'est assez remarquable qu'effectivement, au lendemain de cette élection, il reçoive la visite de Sa Majesté, et avec tous les professionnels marocains de ces trois secteurs qui doivent travailler. Et on peut penser d'ailleurs qu'il pourrait y avoir un échange de savoir-faire, parce que le Maroc a un certain nombre de savoir-faire, mais ce sont des chantiers qui sont ouverts au Maroc aussi. Et donc peut-être que la coopération avec le Ghana va permettre d'échanger différents aspects de ce qu'est le travail d'émergence d'un pays africain. Oui, Talal Shakir. Et sur le poids économique, c'est vrai qu'on n'a pas encore donné le poids économique du Ghana. Oui, alors bien sûr, le poids économique, c'est d'abord un démarrage en 2013 à 4%, puis qui passe à 5% en 2016, et les prévisions visent 8 à 9% en 2017. C'est un record, mais il y a une raison, il y a un secret. Le Ghana est un pays démocratique, il faut le dire. Les présidents ne passent pas plus de 4 années. Effectivement, on a eu Jerry Rawls qui justement a fait 2 mandats de 93
jusqu'en 2001, c'était 8 ans, 2 fois 4 ans. Koufour a fait également 2 fois 4 ans. Et Atta Mills est décédé effectivement il y a quelques mois avant la fin de son mandat. Il a été remplacé par Mahama qui lui a d'abord fini le mandat et ensuite il s'est représenté. Et là aujourd'hui, Akufo-Addo, qui est l'actuel président, donc élu depuis le 7 janvier, démocratiquement. C'est un pays effectivement qui jouit d'une forme de rotation démocratique, il faut le rappeler, très rare dans ces pays-là en Afrique, et qui en tout cas voit respirer aussi une évolution économique. Alors le Ghana, c'est d'abord un travail pour une grande stabilité macroéconomique, donc d'abord des taux de croissance bien maîtrisés. Je vous dis, ils sont à 8%, nous sommes même pas à 2%, 2,5% nous au Maroc. Ils sont également dans une stabilité par rapport d'abord à leur balance commerciale. Ils développent des secteurs d'exportation comme le secteur tertiaire au niveau des services, et puis surtout ils ont un taux de chômage qu'ils travaillent, donc il n'y a pas beaucoup de chômage au Ghana. Et puis ensuite il y a l'autre équilibre, c'est la maîtrise de l'inflation, qui a fait l'objet d'une politique monétaire. Donc d'abord le Ghana passe une crise énergétique très importante sur les 3 dernières années, mais heureusement, bonne nouvelle pour les Ghanéens, eh bien il y a effectivement une baisse du taux baisse du prix du baril du pétrole sur les 4-5 années, et donc c'est favorable au Ghana qui lui permet cette croissance. Un secteur tertiaire très travaillé, avec un secteur moteur pour la croissance économique. Ça représente presque la moitié du PIB. Exactement, presque la moitié du PIB, largement. Et le secteur industriel, qui est aussi un secteur très important, qui connaît une croissance de 9%, avec bien sûr des politiques accommodantes. D'abord une politique de rigueur au niveau budgétaire, donc ils assainissent leur déficit budgétaire, et surtout une politique de rigueur monétaire, une politique effectivement beaucoup plus retenue. Pourquoi ? Pour avaler l'inflation monétaire du pays. Et ce qui est intéressant, c'est que on est effectivement on est à une situation intéressante, c'est que c'est un pays qui s'urbanise. Il y a à peu près une vingtaine d'années, le taux d'urbanisation n'était que de 50%. En 2035, il prévoit 80% d'urbanisation, donc des villes qui vont se développer, des infrastructures, des demandes immobilières, de la construction. Je pense que les connaissances ainsi que le savoir-faire marocain est largement serait sollicité, et la collaboration effectivement se justifie. Donc c'est un pays dynamique, c'est un pays très très bon en termes économiques avec la Zambie, l'Éthiopie aussi, qui forment le côté est de l'Afrique, et qui effectivement sont pour l'instant des pays modèles, moteurs. Je crois que c'est important de rappeler, et Mortadella le disait, c'est un pays qui a largement été en faveur de la cause nationale. Donc c'est des pays qui ont compris que tout simplement ça passait par 3 éléments fondamentaux en Afrique, à savoir la stabilité politique, le taux de scolarisation qui est important au Ghana bien entendu, et surtout la conquête économique au-delà des clivages politiques qu'on a pu voir, en tout cas dans certains pays. Je pense qu'aujourd'hui, Sa Majesté a fait à peu près 26 pays, à le rappeler, c'est 26 pays stables ou presque en quasi-stabilité politique. C'est très important de le rappeler. Il y a juste quelques années, les pays africains agonisaient entre les coups d'État et entre les problèmes politiques de génocide. C'était une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Mélanie Freixigli. Alors, il y a le Ghana a un challenge considérable à régler, c'est la question de l'électricité. Le Ghana a très très peu d'infrastructures là-dessus, et ça pose un énorme souci de développement. Or, qu'est-ce que l'on voit dans la foule des accords qui ont été faits ? Il y a oui, alors, entre autres bien sûr, mais surtout il y a l'idée que le Ghana va participer au Green Growth Infrastructure Facility for Africa. C'est-à-dire que cet accord qui avait été fait lors de en marge de la 22e conférence des Nations Unies pour le changement climatique, donc c'est-à-dire en marge de la COP pendant le sommet africain. Là, on est sur l'idée que effectivement le Maroc va développer une coopération scientifique et technologique pour développer des énergies vertes au Ghana, dans le même temps il y a des accords avec des lignes de financement bancaire, notamment pour l'électricité. Donc en fait, dans le positionnement du Maroc par rapport à l'Afrique, qui dit on veut être un leader, faire des accords sud-sud, qui soient commerciaux, culturels, etc. Et on veut effectivement être un leader dans les énergies vertes pour l'Afrique. On est bien dans cette logique-là, et effectivement, on est bien extrêmement pragmatique en fait sur les choses. Alors bien évidemment, il y a aussi le gazoduc, ça il faudrait en reparler, c'est également autre chose, non pas pour l'électrification, mais parce que effectivement ça fait partie des enjeux géopolitiques majeurs auxquels le Maroc doit s'associer du coup dans cette logique aussi. Mais là, on est vraiment sur un point, moi je souhaitais mettre la lumière sur ce point-là parce que
Ça répond à un besoin qui est réellement un challenge du Ghana qui est considérable. Je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, la Banque mondiale se réjouissait du fait que le Maroc avait une infrastructure électrique qui était très compétitive, alors qu'en Afrique, c'est un souci. Le Ghana est un de ces pays dans lesquels il n'y a pratiquement pas d'électrification. Pratiquement pas. Donc, du coup, cette coopération pour une énergie verte et le financement de mise en œuvre de projets d'énergie verte pour l'électrification des campagnes ghanéennes est vraiment quelque chose d'essentiel dans le développement du continent et sur lequel le Maroc maintenant est légitime à se positionner. Oui, Murtada Kazemi, on terminera avec Aziz Bousta. Oui, juste un petit mot, enfin 2 petits mots, c'est que alors effectivement le Ghana est sur l'éventuel tracé, puisque on en est qu'au stade des études, mais l'éventuel tracé du gazoduc qui est censé permettre, en amenant une nouvelle source d'énergie, justement qui est censé aider à l'électrification, donc pas forcément au niveau de tout le pays. Là en l'occurrence, c'est vraiment encore autre chose. Ça fait partie des avantages des avantages du gazoduc, ce qui n'empêche pas qu'une politique d'énergie verte soit aussi possible. Avec une ligne de financement de 10 millions de dollars quand même, donc c'est pas du tout ridicule. Mais c'est pas contradictoire, Mélanie. Non. C'est complémentaire. Enfin, ce sont tous les mix énergétiques. C'est la place qu'on donne au pétrole ou au gaz qui va faire la différence. Je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que le Ghana, ancienne colonie britannique, est un pays anglophone et appartenant au Commonwealth, mais comme tous ses voisins sont francophones, exact, c'est un des rares pays anglophones qui développe énormément l'usage de la langue française. Donc il y a un encouragement depuis plusieurs années, l'usage de la langue française qui devrait être un des facteurs permettant une intégration plus facile, plus rapide et plus aisée des entreprises marocaines. D'ailleurs, c'est un détail, mais ça peut jouer. Un autre détail, Abedi Pelé, grande icône footballistique effectivement ghanéenne, qui s'exprime en français. Ça c'est pour Thalas. Oui, justement, il est nommé ministre aujourd'hui et il apprécie beaucoup le Maroc. En tout cas, il a dit beaucoup de bons mots à l'égard du Maroc et c'est effectivement sympathique. Abedi Pelé. Alors justement sur la question du Sahara dans la presse, c'est pas lui. Faut pas vous investir dans le football, Aziz. Dans la presse, on a parlé du Ghana. Je le connais. Dans la presse, on a parlé du Ghana comme étant jusqu'ici un des fervents soutiens du Polisario. C'est effectivement, on a vu une position qui est en train de changer avec, on l'a dit tout à l'heure, la signature de la demande de gel d'adhésion de la pseudo-race d'Aziz Bousta. Alors oui, je voulais revenir sur ça, reprendre mon ami Murtada qui a dit une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, ça m'arrive. Que le président a été investi le 7 janvier, que ça ne change pas grand-chose pour le Maroc. Ça change énormément de choses pour le Maroc parce que justement, maintenant que les pays africains sont de plus en plus démocratiques, le paradigme diplomatique et le paradigme politique a changé dans leurs esprits. Dans le sens où on n'est plus dans les luttes de post-indépendance, dans les luttes pour la liberté des peuples, enfin tous ces slogans ronflants totalement dépassés, mais on est dans une économie qui est beaucoup plus réelle. À l'époque, ils étaient nécessaires, mais il y a des époques. Comme vous le dites si bien, il y a des époques. Il y a un début, puis il y a une fin. Donc il y a eu la fin de cette époque, et là maintenant on est en train de passer à autre chose. C'est vrai que le Ghana était un soutien du Polisario. C'était, si je me souviens bien, à l'époque de Jerry Rawlings, qui n'a pas toujours été démocrate, parce qu'il a été président du Ghana de 1981 jusqu'à 2001. Oui, mais c'est à lui que s'opposait l'actuel président. Donc. Voilà, suite à un coup d'État, donc il est resté pendant 10 ans pratiquement sans élection, avec des élections sur mesure. Et à partir de 92-93, là, il y a une nouvelle donne qui a été mise en place, et Jerry Rawlings est resté 2 fois, c'est-à-dire élu président, puis réélu président, et après il a passé la main. Et ce qui s'applique au Ghana s'applique à tous les autres pays africains, et mais c'est la raison du succès du Maroc en Afrique, c'est que maintenant, on ne parle plus politique, on parle économie. On parle business, on parle développement, on parle développement durable, prospérité. Et c'est avec des chefs d'État forcément qui sont élus démocratiquement qu'on peut parler de ça, parce qu'ils sont comptables de leur action devant leur électorat. Une fois l'échéance arrivée, et il faut qu'ils fassent des choses. Et c'est exactement là que s'inscrit la démarche du Maroc. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de la politique, on ne parle plus de la diplomatie, on ne parle plus du Sahara, on parle de réalité et de business. Pour le reste, ça viendra de soi. Mais je ne parlais de continuité que depuis que le Maroc avait entamé son mouvement de réintégration de l'UA. C'est-à-dire dans la mesure où le Ghana, dès le départ,
soutenu le Maroc et même plus que la réintégration, puisqu'en demandant, c'est le changement, l'élection de cet hiver n'a pas changé la position du Ghana depuis l'été dernier. Dans ce cas, on est d'accord. C'est en ce sens-là que je le disais, mais effectivement, voilà. Là, on est d'accord que depuis quelques jours, on entend beaucoup moins nos voisins algériens qui se sont essoufflés parce que suite à l'action justement du Maroc, les réactions, il y a rien à proposer. Je crois que c'est dans la durée. Il faut qu'ils comprennent que ça s'inscrit dans une grande durée et dans laquelle ils devraient aussi s'inscrire, et ce serait une bonne chose pour le Maghreb. Oui, enfin, ils reviendront à la charge. On aura l'occasion d'en reparler avec l'anniversaire de l'UMA. Ils reviendront à la charge, c'est plus que probable. Mais pour finir sur le Ghana, très rapidement, ce qui est une chose qui est intéressante, le Ghana est un pays qui a une structure de population très très jeune, semblable au Maroc à ce niveau-là. Et dans lequel il y a eu une période où effectivement les Ghanéens qui avaient de la culture et de l'éducation sont partis, ils sont en train de revenir, un petit peu comme le Maroc aussi. Et donc à ce titre, il y a certainement aussi, je l'ai dit, je l'ai cité, il y a une coopération scientifique qui va s'effectuer. Je pense que dans les multiples accords, il y a plein de petites dimensions aussi d'échanges culturels et de savoir. Et donc cette dimension-là, à mon sens, devrait être intéressante, puisque ce sont des pays